Ici Jean-Philippe Trottier, je vous souhaite la bienvenue au Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est maintenant midi et 35 minutes presque. Parlons des jeunes Québécois, sujet brûlant, sensible, actuel, magnifique, exaltant, etc. On dit souvent que ces jeunes Québécois sont dépolitisés, qu'ils sont déçus, ils seraient même déçus de la soi-disant corruption généralisée des politiciens, repliés sur leur moi, branchés sur le monde au détriment de leur appartenance première. Des jeunes qui n'auraient plus de raison commune pour parler comme Fernand Dumont, qui les rattacherait à une certaine idée du Québec pour parler cette fois comme un certain général de Gaulle. Ce constat est en partie faux. La preuve, la création du regroupement Génération Nationale, dont j'ai le plaisir d'accueillir en studio le fondateur et président Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour. Bonjour. Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est, quand on le répète 20 fois très vite, on s'embrouille, c'est deux noms composés. Ah ben oui, effectivement, deux noms composés. Ben, vous pouvez faire le test si vous voulez en ondes. Non, libre à vous. On n'a pas le temps. On va faire SPST, c'est plus simple. Mon Dieu, vous n'êtes pas le premier qui m'a rebaptisé de la sorte. Vous êtes ex-président de l'aile jeunesse du Bloc québécois et candidat à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Et vous avez donc fondé c'est un think tank, c'est un regroupement? C'est une organisation d'éducation populaire, je dirais, qui vise à analyser la question nationale à travers certains enjeux que sont la culture, que sont l'histoire, l'éducation, l'identité. La langue française. Et d'ailleurs, vous dites qu'il ne faut pas idéologiser un autre nom compliqué. Ces questions-là, que voulez-vous dire? Ben ça, c'est majeur, parce que nous, on s'oppose à toute confiscation du discours national et nationaliste par une quelconque idéologie que ce soit le projet. On nous présente souvent l'indépendance comme étant un projet social de gauche, écologique, etc., etc. On ajoute toute une liste d'épiceries. Or, pour nous, c'est une erreur. Créer un pays, un projet de pays peut pas être accolé, peut pas être enfermé dans une idéologie trop fermée qui nous diviserait, qui diviserait les forces potentiellement, les forces qui potentiellement pourraient appuyer ce projet-là. Et d'ailleurs, on viendra à cette critique donc de la gauche et aussi de la droite d'ailleurs, parce oui. que vous tapez sur tout le monde, ce qui est une certaine droite émergente, disons, depuis quelques années, une droite qui s'autoproclame souvent libertarienne. On pourra en reparler si vous voulez. On y revient. Mais alors, pour créer ce regroupement d'éducation populaire, comme vous le dites, quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur la jeunesse, parce que vous vous adressez aux jeunes Québécois, quel est le constat que vous faites sur la société en général et sur la question nationale? Mon Dieu, donc jeunesse, société en général et questions nationales. Oui. Dans cet ordre-là. Alors, celui que vous voulez, comme au restaurant sushi, vous savez. Alors, la jeunesse, pour commencer, on fait le constat qu'il existe des pièges actuellement dans la jeunesse, que sont justement d'un côté le piège de la gauche multiculturelle, cosmopolite, citoyenne du monde, et de l'autre côté, la droite libertarienne, anglomane, fédéraliste, etc. Donc ce sont des pièges existants, mais nous on pense pas non plus que ce soit l'ensemble de la jeunesse. L'ensemble de la jeunesse qui malheureusement nous a montré un certain apolitisme dans les dernières années, a besoin aussi d'une option clairement nationale, une option nationaliste qui prône la défense de l'identité nationale et sa réaffirmation dans l'espace public. Mais comment vous expliquez cette désaffiliation du politique de la jeunesse? Je crois qu'il y a une crise généralisée en Occident dans le concept même de démocratie, de représentation. Il y a une crise généralisée, mais je crois que dans le contexte québécois, le provincialisme, cette espèce de statut et de pratique, de manière de vivre la politique, se traduisant par une dynamique majoritaire, minoritaire, lassante, qui finit par épuiser, par dépolitiser les gens. Ce provincialisme-là, à mon avis, aggrave les conséquences de la crise de la démocratie de représentation. Et c'est pour ça qu'on serait tenté par le repli sur soi ou la mondialisation, aller dans tous les pays du monde pour faire du bien, je sais pas trop quoi. C'est une autre forme d'engagement? Est-ce qu'il existe, est-ce que ça peut nous amener justement une espèce, en plus de l'apolitisme, est-ce que ça peut nous mener à une espèce de déracinement culturel? Moi, j'ai bien peur que oui, malheureusement. Vous dites un mot tabou, racine. C'est pas un mot qu'on entend beaucoup chez les multiculturalistes. En effet. Mais nous ne sommes pas des multiculturalistes, comme vous l'avez sans doute perçu à la lecture de notre manifeste. C'est une idéologie qu'on combat. Écoutez, c'est une idéologie qui vise justement le déracinement, qui donne un poids historiquement démesuré aux nouveaux arrivants. Puis d'ailleurs, c'est une nouvelle arrivante à notre lancement, Madame Benhabib, qui nous répétait
que c'est notre devoir de s'ouvrir, mais c'est aussi le devoir des nouveaux arrivants de comprendre qu'ils adhèrent maintenant à une histoire qui a commencé 400 ans avant eux. Et c'est aussi une idéologie qui finit par justifier, au nom d'un certain relativisme culturel, une idéologie qui finit par permettre des pratiques archaïques, voire obscurantistes. Comme quoi? Écoutez, vous avez entendu parler sans doute de la question des crimes d'honneur, notamment. Oui. Donc ça, évidemment, c'est pas permis par le modèle multiculturel canadien, mais est-ce que c'est une conséquence indirecte de cette espèce de culture du repli sur soi qui est encouragée par le modèle juridiquement encadré d'Ottawa? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a une origine à aller chercher là. Vous savez que vous parliez de Mme Benhabib, oui, qui, je pense, a été à votre lancement à Montréal ou à Québec? Oui, exactement, à Montréal. Oui. À Montréal, hein? Oui. Ça, c'était le 18 ou le 25 janvier? C'était le 18, notre premier lancement, oui. Et Québec, c'était le 25 dernier. Oui, hein? exactement. Benhabib, ça veut dire enfant de l'amour. Oui. C'est joli, hein? Oui, c'est un beau nom, et Jamila veut dire joli. Oui. Joli enfant de l'amour. Oui. Donc, vous avez un patronage très mignon. Ah, oui, absolument. Hein? Une femme fort charmante, d'ailleurs. En plus? Oui. Bon, écoutez, vous me la présenterez. Avec plaisir. On parlait de votre manifeste qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site, oui, www.génération-nationale.org, tout ça en minuscule. Votre manifeste a de grandes orientations. On va y passer comme à travers un menu. Donc, opposition au multiculturalisme, on y a fait allusion. Au fédéralisme canadien, on pourrait y reparler encore. Défense accrue de la langue française, laïcité respectueuse du patrimoine culturel, révision en profondeur du présent système d'éducation afin d'y réintroduire les concepts de connaissance, d'autorité, d'effort et de mérite. Voilà qui va nous valoir quelques coups de fil à la radio. Bon, opposition au multiculturalisme. Qu'est-ce que vous quel est votre fondamentalement quel est votre grief? Au multiculturalisme. Vous avez parlé un petit peu, mais j'en viens après approfondir la question. Oui, écoutez, c'est aussi une idéologie qui mène à une espèce de choc des civilisations qui tend à délaïciser notre espace complètement. Et non seulement délaïciser, mais aussi éliminer la part de patrimoine historique qu'il faut le dire, un patrimoine historique catholique dans le cas du Québec, qui termine finalement qui en vient finalement à réduire, à nier carrément la légitimité de la majorité historique, et à tous ceux qui veulent y adhérer, évidemment, la légitimité de cette majorité-là à s'établir, à s'imposer comme référence culturelle dans l'espace public. Donc, vous mettez clairement comme référence culturelle le Canadien français. Ben, écoutez, le Canadien français, évidemment, est la base de notre histoire, mais ça veut pas dire, évidemment, que nous sommes toujours des Canadiens français. On n'est pas en train de penser qu'on est toujours le même peuple que la Nouvelle-France. La question n'est pas là. Il y a eu du métissage, oui, on l'assume. Il n'y a aucun problème avec ça. Et tous ceux, les Benhabib et les Makakoto sont les bienvenus dans la nation québécoise. La question n'est pas là. Sauf que nous, à la différence des multiculturalistes, on pense pas non plus qu'il faut faire fi de cette histoire-là. Du passé canadien-français, du passé français même. On pense pas que le Québec est une page blanche. Ça, c'est une différence majeure aussi. Il y a un mot qui apparaît nulle part dans votre site. Enfin, j'ai quand même passé ça au peigne fin, peut-être que j'ai loupé. Oui. Le mot hiérarchie n'existe pas du tout. Oui. Et pourtant, on sent chez vous, sur votre site et dans votre pensée, le mot hiérarchie est partout. Et c'est pas une critique que j'aimais, parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les appartements de s'adapter à l'ancien. Grosso modo. Ben, il y a un peu de ça. Évidemment, l'ancien doit aussi, lui aussi, s'ouvrir au nouveau. Doit s'ouvrir au nouveau. Évidemment, la question n'est pas de se fermer à qui que ce soit. Ouais. Sauf que pour le nouvel arrivant, je ne crois pas qu'il y ait pour le nouvel pratique qui fait d'une nation ce qu'essence et une appropriation de l'histoire, une connaissance et une appropriation de la langue et du mode de vie. Mais beaucoup de nouveaux venus diront que les Québécois de souche n'ont même pas accès à leur propre histoire, ils connaissent pas leur grand personnage, ils connaissent pas leur truc. Alors, à quoi est-ce qu'ils vont s'intégrer? Alors, et là, on peut même sauter sur l'éducation chez vous. Évidemment, au niveau du système, parce que nous, on blâme pas l'immigrant, on blâme le système qui est déficitaire par rapport à l'immigration. Mais nous, on blâme aussi le système qui mène des centaines de milliers de Québécois, justement, au déracinement. Des centaines de milliers de Québécois perdent foi en eux-mêmes. La réforme pédagogique de ce qu'on appelle le renouveau pédagogique depuis quelques années, qui même, c'est des bases qui ont en quelque sorte été jetées dès les années 60, mais qui ont été radicalisées vers la fin des années 90. Cette école-là, en prônant l'acquisition de compétences aux dépens de l'acquisition de connaissances, ça constitue... Alors qu'elle est pour vous quoi? Pour nous, c'est la transmission. Écoutez, je vais vous citer Émile Durkheim, le père de la sociologie française, qui nous disait... 19e siècle?
On parle du 19e siècle. Hein. Ben, Durkheim est décédé en 1917. Ah, d'accord. Donc, 19-20e, oui. Exactement. Alors, Durkheim nous disait donc que l'éducation est avant tout un moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence. Donc, c'est finalement la transmission pour l'individu, parce que l'éducation ne doit pas être non plus centrée sur un individualisme radical. Oui. C'est la transmission pour l'individu, pour celui qui gravite, d'une certaine pensée, d'une certaine conviction, d'un certain état d'esprit, comme quoi quelque chose le précède et quelque chose l'encadre, comme quoi il a une existence collective, comme quoi il ne vient pas de nulle part. Donc, et dans le cas présent, c'est la nation. Donc un deuxième mot qui est absent de votre site, c'est le mot fidélité. Ben, fidélité, oui. Évidemment, si le mot n'y est pas, l'esprit y est, exactement. Au crayon sans doute constaté. Un petit peu, figurez-vous, oui. Un petit peu. Ça nous mène, on a parlé d'éducation, valeurs occidentales. Vous dites, on défend les grandes valeurs occidentales de la nation québécoise. C'est quoi ces valeurs occidentales? Les valeurs occidentales sont proches de la laïcité d'une certaine façon. Laïcité est un mot souvent utilisé à toutes les sauces aussi. Là. C'est vrai. Mais l'Occident, par la modernité, tend à s'être défini un idéal, basé sur la séparation de la chose religieuse et de la chose publique. La chose étatique, devrais-je dire. Oui. Et aussi basé sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont les grandes valeurs occidentales, c'est notre héritage occidental qui a été bâti par de plusieurs siècles d'histoire et aussi qui est influencé par de nombreux grands philosophes, par l'esprit des Lumières, etc. Sauf que, évidemment, cet héritage occidental-là ne peut pas faire fi non plus d'un héritage culturel national qui, lui, se base sur ce que nous sommes particulièrement comme nation québécoise et plus particulièrement comme petite nation au sens où Kundera l'entendait. Milan Kundera? Oui. OK. Donc ça, c'est les valeurs occidentales. Simon-Pierre, attendez, SPST. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes le fondateur et président de Génération Nationale qui a vu le jour il y a pas longtemps, le site internet génération-nationale.org. Et j'ai un peu de difficulté en vous écoutant. Pour moi, le Québec, d'après ce que vous dites, est une succursale de l'Europe. Je n'arrive pas à voir en quoi le Québec se distingue de cette Europe, notamment de la France. Et je ne vais pas entrer dans la querelle américanité, néo-américanité, franco-américanité, européo-américanité, etc. Mais c'est un débat immensément long, effectivement. Immensément long, et puis on tourne en rond, etc. Surtout quand on est bien subventionné. Mais j'aurais pas osé, je vous la laisse celle-là. Oui, mais dites-moi une petite chose. Quel est le goût de cette nation québécoise? Qu'est-ce que un nouveau venu arrive ici, il arrive d'abord, il veut avoir le American Way of Life à la française dans certains cas, bilingue dans d'autres, anglais dans d'autres. Il va s'agglomérer à quoi ici? Ça goûte quoi, la nation québécoise? Et là, je ne parle pas aux sociologues que vous êtes, je parle vraiment aux Québécois que vous vous revendiquez être. Mais quand vous dites qu'on serait pas différent de la France, on n'était pas différent de la France autrefois quand c'était essentiellement des Français partis de France venus coloniser les terres. Oui. Puis évidemment, il y a eu l'apport des Amérindiens à ce moment-là. Et c'est une grosse question qu'on va... Ah oui, absolument. Mais à un certain moment, les nouvelles élites formées ici, de Nouvelle-France, ont commencé à se forger une certaine identité territoriale qui était aussi basée sur leur enracinement, sur leur attachement, sur leur mode de vie complètement différent de celui de la France à la même époque d'ailleurs. Puis ensuite, la conquête arrive et c'est là qu'il y a rupture définitive avec la métropole. C'est seulement vers les années 60 que les liens vont recommencer à être tissés. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'histoire du Québec, du Canada français et du Québec devient une chose distincte de celle de la France. Je veux bien, mais vous direz ça à un immigrant et il dira oui, puis ensuite, ça me donne quoi ça? Ben, je pense que c'est perceptible dans notre mode de vie, dans notre production artistique, qui sont une représentation collective de notre culture. Oui. C'est différent dans notre parler français aussi, on a une langue complètement différente parce que pour nous la langue française c'est pas seulement un moyen de communication parce qu'effectivement si on devait présenter, ce qui est l'erreur de trop nationaliste à notre avis, si on devait présenter la langue française exclusivement comme un moyen de communication, donc comme quelque chose d'utilitaire, ça nous rend pas effectivement différents des Français, des Algériens, des Marocains. C'est juste. Et des Suisses, et des Belges, etc. Sauf que, et d'autant plus, c'est encore plus pervers, c'est que si on y va avec l'axe utilitaire, la langue française va toujours être moins utile que la langue anglaise.
Pourquoi la langue française doit pour nous être présentée comme un héritage, comme quelque chose qui a été sauvegardé à force de courage, comme quelque chose qui doit être transmis à ceux qui viennent avec nous, et aussi comme l'expression d'une culture, l'expression d'un peuple, parce que, comme je vous le disais encore, notre français est différent de celui des autres également. Effectivement, oui. Donc, on parle également d'une nation québécoise, d'une réalité collective, et c'est là où vous vous attaquez, donc vous avez attaqué la gauche, ou critiqué en tout cas, si vous voulez, vous attaquez la droite libertarienne. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La droite libertarienne, c'est un courant. Sociologiquement, c'est quand même assez complexe. Comment est né ce courant-là? On dit que ça serait venu avec la génération X, qui aurait été sacrifiée après la Révolution tranquille, donc après les actions des boomers. Oui. Que ces X-là auraient d'abord, à force de vivre le chômage, la misère, la dépression, parfois des suicides, ça a été une génération qu'on a dit sacrifiée, oui. Qui aurait ensuite sombré dans une espèce d'individualisme radical, et qui, justement, c'est à cet individualisme radical-là que le courant libertarien aurait répondu en quelque sorte, aurait fondé une philosophie politique importée des États-Unis, d'une certaine façon, pour répondre à tout ça. Mais pour nous, évidemment, c'est très simple de prôner des réformes du modèle québécois, de constater qu'il y a des ratés, d'analyser, de tirer un bilan lucide de l'entrée dans la modernité, de la Révolution tranquille. C'est très sain pour nous. Il y a des critiques économiques à faire. Pendant de nombreuses années, d'ailleurs, Lucien Bouchard l'a fait. L'ADQ l'a fait, les Lucides l'ont fait. Même Jean Charest a été élu en 2003 en promettant la réforme. Mais au fur et à mesure que cette réforme de l'État québécois-là n'aboutit pas, c'est la radicalisation, justement, de cette droite-là qui va de plus en plus loin, qui veut pas seulement réformer le modèle québécois, mais qui veut carrément sortir le couteau et la hache et le passer au tordeur. C'est le loup dans la bergerie. Oui. Simon-Pierre Savard-Tremblay, on parlait de la question autochtone. Aucun mot de ça dans votre manifeste. Oui. Est-ce que c'est une omission volontaire ou vous êtes embarrassé d'en parler? C'est pas un embarras. Écoutez, pour nous, justement, je pense que notre existence même montre qu'on veut faire sauter beaucoup de tabous dans le débat public. Maintenant, la question autochtone est quelque chose d'extrêmement complexe. Oui. On risque de s'y pencher éventuellement. Mais je pense qu'on pouvait pas non plus aborder comme un parti politique l'ensemble des enjeux de société. Nous, on voulait se centrer sur certains points, mais c'est évident que c'est un oubli volontaire sur lequel on va se pencher bientôt. Le temps file malheureusement, Simon-Pierre Tremblay. Oui, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Dans une réalité, on parle souvent de mythos et logos. Le logos, c'est la description, l'arrivée à la conscience, à la parole, à la conscience claire, à la représentation d'une réalité. Donc, vous en avez parlé. Et mes questions pointent souvent au mythos. C'est la réalité qui est sous-jacente, qu'on ne peut pas vraiment nommer, mais qu'on peut nommer de façon tangentielle ou par évocation ou comme ça, allusion. Il me semble qu'au Québec, il y a 2 ruptures ou 2 blessures dont on ne parle jamais dans la question nationale. Le divorce élite-peuple, vous en avez parlé un petit peu quand même dans votre manifeste, et aussi le divorce entre un appel à la grandeur que ce peuple a connu au XVIIe, XVIIIe siècle et un ratage, pas un ratage, mais une survivance ensuite ou un demi-repli, une demi-défaite. Et j'ai l'impression que tous les discours nationalistes veulent plaquer un discours, un logos sur un mythos avec lequel le rapport est tout à fait maladroit et très peu défini. Comment est-ce que vous allez faire pour retrouver cette racine douloureuse du Québec? Vous voulez dire qu'il faudrait un discours de grandeur, mais qui sache, d'une certaine façon, s'appuyer quand même sur le passé tragique du... Exactement, comme on dit en latin, ad Augusta per Angusta. Moi, je vous parlais de pathos même, peut-être, dans le cas présent. Oui, le tragique devient pathétique, malheureusement. Comment retrouver ce tragique qui peut être un ferment d'adhésion de beaucoup de de nouveaux arrivants, c'est vrai, qui pourraient enfin se reconnaître dans leur douleur, trouver un écho à leur douleur, dans la douleur du Canadien français ou du Québécois, séparé de son passé, une société divorcée entre le haut et le bas. Est-ce qu'il y a moyen de chanter cette blessure comme Gaston Miron l'a fait? Oui, pour commencer, lorsque vous dites que je vous ai parlé de pathos, vous m'avez dit pathétique. Pour moi, le pathos n'est pas pathétique. C'est un rapport existentiel. C'est un rapport existentiel et émotif face à nous-mêmes. Et je crois que si le Québécois est capable de le réacquérir, oui, c'est-à-dire puis ça rentre dans tout un immense débat. Sommes-nous entrés dans une espèce de postmodernité qui fait que les Occidentaux seraient devenus un ensemble d'individus complètement déracinés? Ça pourrait être très large, mais je pense que c'est encore possible de réaffirmer l'identité nationale, de réaffirmer la conscience nationale,
Et rendu là, lorsque nous aurons un peuple, lorsque le peuple québécois sera en mesure de se réaffirmer dans l'espace public, de développer ses outils d'affirmation, ses outils d'intégration, je crois qu'en élevant une nouvelle nation québécoise fière et pleinement achevée, les nouveaux arrivants voudront y adhérer. Je vous cite quand même cette phrase de Gaston Miron dans ses notes. « Les pharisiens ne me pardonneront jamais d'avoir eu honte avec mon peuple que honte de mon peuple. » Il faudrait avoir honte avec, souffrir avec, pour pouvoir avoir un discours enraciné davantage, vous ne pensez pas? Donc, vous voudrez dire que les nouveaux arrivants souffrent avec nous. Et que nous souffrions avec le passé également. Oui. Et c'est pas une communauté de souffrance, mais c'est une communauté où on chante quelque chose. Mais écoutez, la question n'est pas, évidemment, de retourner à l'indépendantisme anticolonialiste des années 60. Non, évidemment. Mais, effectivement, il faut renouer avec un rapport au passé, puis c'est une de nos raisons d'être aussi. Le passé, on nous le présente plus. Le discours depuis les années 60 est moderniste, et le discours souverainiste, je parle, est clairement entré dans la modernité, est inscrit dans la modernité. Mais par contre, là, il a été rationalisé à l'extrême, au point de présenter un projet incolore et inodore qui, à mon avis, ne peut pas aller chercher l'âme québécoise avec ça. Là-dessus, on va se quitter. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes le fondateur et président de Génération Nationale. J'imagine que les activités à venir vont être sur le site Internet. Absolument. www.génération-nationale.org. Merci infiniment. Merci à vous. Et on dépose un mémoire au sommet sur l'éducation cette semaine, donc vous irez lire ça. Parfait. Voilà donc qui clôt le Midi Actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous fais un salut amical et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez